bienvenue dans les lectures de tonton Mvondo. Dites Mvondo. Alors le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Cerbin, reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Néfertiti d'Égypte. Un buste vieux de 3300 ans, d'une perfection artistique inégalée, l'a rendu célèbre dans le monde entier. Mais la reine la plus mystérieuse de l'Égypte ancienne ne fut pas seulement belle, elle semble avoir aussi été une remarquable femme d'action de la 18e dynastie sous le Nouvel Empire. Néfertiti serait venue au monde 14 siècles avant Jésus-Christ, vers l'an 1381 ou 1370, selon d'autres suppositions. Bien qu'aucune certitude ne puisse étayer l'histoire de temps aussi reculé, de l'avis de certains spécialistes, elle aurait pu être originaire du petit royaume du Mitanni qui, entre le 16e et le 14e siècle avant Jésus-Christ, domina la haute Mésopotamie et le nord de la Syrie actuelle. Un royaume qui devait s'effondrer sous la pression de l'empire hittite d'Anatolie et des Assyriens. Son père était peut-être un des dirigeants de ce royaume qui entretenait des relations avec l'Égypte depuis l'époque du pharaon Thoutmôsis IV, père d'Amenophis III. D'autres auteurs placent plutôt ses origines en Égypte même et en font la fille d'un conseiller du pharaon, Amenophis III, nommé Aé. Cette princesse d'origine étrangère, pour rester proche de la première hypothèse, allait occuper une place singulière dans l'histoire de l'Égypte ancienne. À l'époque, en effet, on parlait tant de la beauté de Néfertiti que le vieil Amenophis III, alors marié à la reine Tchihi et qui occupait depuis plus de 20 ans le trône d'Égypte, envoya des messagers au roi du Mitanni pour lui demander la main de sa fille. Son vrai nom était Tatouchepa et lorsqu'elle arriva en Égypte, on la surnomma Néfertiti, c'est-à-dire la belle est venue. Il est vrai que ceux qui l'approchèrent en furent subjugués. Elle ne mesurait guère plus d'1,40 m avec son visage délicat, porté par un long cou gracile, ses yeux en amande, sa bouche pulpeuse, une longue chevelure noire, ceinte d'un ruban de cuir orné de pierres précieuses, et son corps aux formes anguleuses. Elle n'avait sans doute pas plus de 15 ans lorsqu'elle foula pour la première fois le sol égyptien. Ce fut un événement mémorable pour le petit peuple agglutiné le long du Nil pour ne rien perdre du spectacle. Ce jour-là, la vallée sacrée des rois semblait nimbée d'une resplendissante lumière, comme pour donner un éclat particulier à cette rive où devait accoster la felouque royale qui transportait la jeune princesse. À l'approche de l'embarcation, à la voilure blanche et or, les curieux se rapprochèrent du fleuve comme pour faire une aide d'honneur à l'étrangère venue du nord. Sur le pont du bateau se dressait une sorte de cage tendue de soie blanche, frissonnant au vent. Derrière les voiles qui la protégeaient des regards, la princesse observait avec une curiosité gourmande ce monde nouveau qui s'offrait à elle. Éblouie, elle devait l'être certainement devant tant d'or
d'éclat et de faste dont on faisait l'écho dans toutes les grandes métropoles de l'Antiquité. Devant Thèbes, la ville aux 100 portes, célébrée par l'historien grec Hérodote, mort à l'an 420 avant Jésus-Christ. De luxueuses résidences entourées de vastes jardins s'étendaient à perte de vue, bordées par les rives du Nil. De l'embarcation qui longeait la côte, elle aperçut des édifices monumentaux. Statues gigantesques, obélix, pylônes et temples aux murs scintillants, œuvre du grand architecte Amenhotep, dédié aux dieux d'Égypte. Oui, ce monde raffiné et opulent était bien différent de l'austère société dans laquelle elle avait été élevée, mais où le sens de la liberté était sacré. Tout au long de l'embarcadère, on pouvait percevoir l'animation d'un monde de marchands venus des 4 coins du monde. De vigoureux esclaves chargeaient sur les bateaux en partance de multiples cargaisons entassées sur le port. D'autres déchargeaient sur les quais bondés d'énormes blocs de pierre d'Assouan pour l'édification des temples, des fruits de Syrie, des tonneaux de vin des îles grecques, de la myrrhe et de l'encens, destinés à la pharmacopée et à l'embaumement des corps, du bétail de Basse-Égypte et aussi des tonneaux d'or puisés chez les Noirs de Nubie, également fournisseurs de peau, d'ivoire, d'ébène, de plumes d'autruche. L'Égypte était alors au fait de sa puissance et les richesses y affluaient de tous les territoires placés sous la souveraineté du pharaon auquel il payait tribut. La felouque aborda enfin la terre ferme. Selon le protocole établi, les ambassadeurs du Mitanni attendirent l'arrivée des officiels venus accueillir la princesse. Puis vint le moment du départ. La princesse se leva de la cage prestement découverte par ses suivantes et alla prendre place sur une chaise à porteur supportée par 8 esclaves. 2 grands noix l'encadraient, agitant vers elle de larges éventails en plumes d'autruche pour la préserver des entêtants assauts de mouches qui avaient trouvé un paradis en ce port débordant d'odeurs et de marchandises. Protégée par 2 cohortes de soldats, Tadouchepa fut escortée par la foule jusqu'au palais où l'attendait le pharaon, debout au sommet d'un grand escalier de marbre. Sa couronne sur la tête, Amenophis III le sage était torse nu, ses hanches épaisses entourées d'un pagne de coton blanc orné d'une queue de léopard. Il tendit le bras à la princesse en signe de bienvenue et lui adressa quelques paroles d'accueil dans une langue incompréhensible pour elle. C'est ainsi que Néfertiti fit son entrée dans l'histoire. L'union de Néfertiti et d'Amenophis III, le fastueux, dura peu. Celui-ci, malade et dans la force de l'âge, mourut quelque temps plus tard en laissant un solide héritage politique et architectural à son pays. Devenue veuve à 18 ans, Néfertiti épousa en secondes noces le prince héritier Amenophis IV, de quelques années son cadet. D'autres sources émettent l'hypothèse que Néfertiti aurait plus simplement appartenu au harem du vieux pharaon avant d'épouser son fils. L'épanouissement qu'elle connut alors fut visible partout, même sur les bas-reliefs qui illustraient les édifices officiels. À en croire en effet les rares vestiges de l'époque détaillant divers épisodes de leur quotidien, jamais couple de pharaons ne se montra plus uni. La grande épouse royale mit au monde 6 fillettes sans pouvoir donner d'héritier mâle au trône. Mais qu'importe, ces grossesses successives n'entamèrent en rien sa légendaire beauté partout célébrée,
d'autant qu'elle se prêtait avec grâce aux longues séances de pose des talentueux sculpteurs égyptiens, dont elle fut certainement le modèle favori. Bien que la plupart des témoignages relatifs à leur règne, frappés de malédiction pour avoir renié les anciens dieux d'Égypte, aient été effacés, Néfertiti exerça, semble-t-il, une influence considérable sur son jeune époux. Comme elle était issue d'une civilisation monothéiste d'Asie mineure, c'est à elle qu'on attribue en réalité l'introduction d'une religion unique dans cet environnement polythéiste, celle du dieu Soleil, qui allait bouleverser le temps de leur règne, les croyances les plus profondes de l'Égypte ancienne. L'arrivée au pouvoir d'Amenophis IV fut en effet marquée par la violente opposition qu'il manifesta au puissant clergé voué au culte d'Amon, dieu tutélaire de Thèbes, la capitale des pharaons. S'étant pris d'une ardente passion pour le disque solaire qu'il baptisa Aton, il tenta d'imposer une véritable révolution religieuse à son pays à travers une série de réformes visant à faire disparaître les divinités millénaires du panthéon égyptien pour introduire un dieu unique et un culte national. Cette lubie de promouvoir une théologie monothéiste remettant en cause des traditions ancestrales scandalisa les couches les plus orthodoxes de la société. Sourd au tumulte provoqué par une telle décision, le jeune pharaon rebaptisé Aton, c'est-à-dire celui qui est au service d'Aton, fit fermer les anciens temples et ordonna l'effacement total des images et symboles honorant les dieux officiels. Puis, sacrilège des sacrilèges, il se mit en tête de faire édifier 4 nouveaux temples à la gloire de la puissance créatrice du dieu Soleil, juste autour du prestigieux sanctuaire de Karnak, dédié par son père au dieu protecteur de l'Égypte. Ce temple servait aussi de fief au grand prêtre d'Amon, qui représentait un véritable État dans l'État. Un véhément bras de fer l'opposa alors à ce clergé, quasi souverain qui, depuis des siècles, participait à la perpétuation du pouvoir théocratique. Furieux de la controverse suscitée par sa rébellion contre l'ordre établi, Akhenaton décida soudainement de quitter Thèbes pour se faire bâtir une nouvelle capitale. Ce fut Tel El Armana, la ville de l'horizon, située sur la rive orientale du Nil, à mi-chemin entre l'ancienne ville royale et Memphis. En moins de 2 ans, il fit surgir dans cette vallée désertique des bords du fleuve une gigantesque ville de 20 000 habitants dotée de palais, de temples, de jardins somptueux et d'un étonnant réseau de routes où circulaient de nombreux chariots. Cette ville mythique de 12 km sur 5 sera dédiée à Néfertiti, alors au faîte de sa gloire, et vénérée comme une grande prêtresse. Tyran, hérétique, visionnaire ou carrément dément de la vie de ses détracteurs, Akhenaton en suscita pas moins un fort courant d'adhésion dans le milieu des arts ainsi que parmi le petit peuple. On considère ainsi que l'impact le plus important de sa révolution amarnienne, diffusée à partir de sa capitale, Tel El Armana, fut surtout d'ordre culturel. Rompant, en effet, avec un classicisme guindé qui prônait une représentation figée et idéalisée des personnages officiels, ce mouvement encouragea les artistes, désormais libérés d'un carcan religieux trop pesant, à illustrer le monde de façon plus vivante. Alors que les souverains étaient traditionnellement mis en scène dans un cadre religieux ou guerrier, en train de faire des offrandes aux dieux ou de terrasser l'ennemi,
pour la première fois, on vit apparaître des sculptures du pharaon dans l'intimité de sa vie familiale. Sur tel bas-relief, il enlaçait son épouse, sur tel autre, il jouait avec ses filles sur ses genoux et toujours avec Néfertiti à ses côtés, ce qui laisse supposer le poids de l'influence de cette dernière. La création commença à s'inspirer des scènes de la vie quotidienne en sublimant le geste et le mouvement. Paysans au champ, boulangers fabriquant du pain, blé ondulant au vent, bergers nourrissant leurs vaches, exaltation de la faune, de la flore, de la nature. La littérature aussi s'ouvrit à une énergie nouvelle, mais c'est la conception architecturale qui connut l'évolution la plus remarquable. Les temples et les demeures ne devaient plus être clos comme des sanctuaires fermés. Puisque le soleil était Dieu, il fallait que la lumière entre dans les édifices. Les rituels se célébrèrent sur des autels à ciel ouvert en présence du peuple et non plus dans la secrète alcôve des prêtres. Les temples se construisirent sans toit, comme cela se faisait dans le pays d'origine de Néfertiti. On assista à une transformation radicale des constructions où les maçons remplaçaient désormais les énormes blocs de pierre taillés des antiques pyramides par des pierres plus légères. Cette révolution religieuse fut cependant très éphémère. Atteint dans les dernières années de son règne par une grave affection qui le rendit obèse et lui déforma le corps, Akhenaton sombra dans la déchéance physique. En outre, pendant tout le temps qu'il s'était consacré à l'adoration du soleil, auquel il dédia de longs poèmes pleins de lyrisme, il n'avait montré que peu d'intérêt pour la conduite des affaires publiques. Il n'avait pas l'étoffe d'un soldat ni d'un homme d'État. Les généraux complotaient et les vassaux ne payaient plus leur tribut. Incapable de faire face aux perpétuelles insurrections de clans bédouins attirés par les terres fertiles de la riche Égypte, il mènera finalement au bord du chaos le puissant empire que lui avait légué son père. Dans la plénitude de sa féminité, Néfertiti n'entendait certainement pas mettre un terme à sa vie fastueuse, ni renoncer à sa passion pour les arts à cause de la maladie invalidante de son mari. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle commença à mener une double vie, même si extérieurement elle semblait inaccessible et irréprochable. Derrière les murs épais de son palais, protégée par des gardes fidèles, elle recevait sa cour dans la plus grande discrétion. C'est sans doute à cette époque qu'elle posa pour le plus grand sculpteur Toutmès, artiste renommé dont les splendides créations ont immortalisé sa voluptueuse beauté. Aigri par la maladie, fanatisé par son adoration du dieu soleil, dont il se voulait désormais l'incarnation sur terre, et de plus en plus perturbé par des hallucinations, Akhenaton finit par la répudier. Ce fut alors le déclin, la chute brutale. Le nom de la reine fut effacé de toutes les peintures murales. Les bas-reliefs furent recouverts de couches de plâtre afin qu'on n'y remarque plus son effigie. Ces magnifiques statues furent démolies à coups de marteau. Seules quelques rares pièces échappèrent miraculeusement à cette destruction acharnée. Parmi les reliques retrouvées, le célèbre buste découvert en 1912 par des archéologues allemands sur un site de fouilles à Tel El Armana est aujourd'hui conservé au musée égyptien de Berlin. Néfertiti entra dans l'ombre, isolée dans son château du nord de la ville. Elle y resta plusieurs années au point que le peuple, qui lui vouait une véritable dévotion, la crut morte et l'oublia. Au décès d'Akhenaton, après 17 ans de règne, vraisemblablement entre 1372 et 1353 avant Jésus-Christ,
Néfertiti, âgé seulement d'une trentaine d'années, se remit à espérer. Et si elle tentait de retrouver son influence passée pour, qui sait, régner un jour sur l'Égypte, momentanément dirigée alors par le mari de sa fille Méritaton, certains disent même qu'elle assura une courte régence dans la confusion politique qui suivit le décès du pharaon, alors que le pays, fragilisé au plan interne, était menacé par plusieurs fronts ennemis. Toujours est-il que la reine déchue dicta à son scribe plusieurs messages pour le roi des Hittites d'Anatolie, qui représentait pourtant une sérieuse menace sur le flanc nord de l'Égypte. Ce roi, il est vrai, venait de prendre le contrôle de Mitanni, pays d'origine de Néfertiti. Dans une de ses lettres découvertes dans la capitale hittite de Hattusa, elle sollicitait d'un ton désespéré l'appui du roi conquérant pour récupérer le trône d'Égypte. Elle alla jusqu'à proposer sa main comme monnaie d'échange s'il consentait à l'aider. « Mon époux est mort », disait en substance cette missive, « et je n'ai pas de fils. Les gens disent que tes fils sont adultes. Si tu m'envoies l'un d'entre eux, il deviendra mon époux, car je ne veux prendre aucun de mes sujets pour époux. » Fin de citation. Mais l'Égypte vacillait sur ses fondations. Le monothéisme si difficilement imposé était maintenant traqué avec vigueur par les nouvelles élites politiques. En sollicitant l'alliance des Hittites, Néfertiti espérait mettre un terme aux guerres désastreuses qui opposaient les troupes égyptiennes à de belliqueux voisins. Elle ne voulait pas renoncer à insuffler une nouvelle vitalité à son pays et rêvait de le ramener à sa grandeur passée. Cependant, il était trop tard. Son étoile avait pâli. Dans la lutte pour le contrôle du pouvoir, les alliés de l'ancien pharaon furent les plus forts. Le jeune Toutankhaton, âgé d'une dizaine d'années, fut installé sur le trône et on le maria avec la fille cadette de Néfertiti, Ankhesenpa Aton, qui prendra le nom d'Ankhésen Namon, une épouse qui était également sa demi-sœur puisqu'ils avaient le même père, Akhenaton. Bien encadré par d'ambitieux mentors, au rang desquels le général Horemheb, qui prendra plus tard la place comme dernier pharaon de la 16e dynastie, il rétablit le culte ancestral d'Amon, regagna Thèbes, l'ancienne capitale, et changea son nom pour devenir Toutankhamon. Les temples d'Aton furent rasés et leurs pierres réutilisées à d'autres constructions. La ville de l'horizon, dernier vestige de la puissance de Néfertiti, devint une cité fantôme. Progressivement désertée par les courtisans, vidée de ses habitants et de l'ancienne administration royale, elle se retrouva abandonnée de toute vie. Néfertiti, reine proscrite, dépossédée de son pouvoir et de ses richesses, n'était désormais plus que l'ombre d'elle-même, après avoir été la femme la plus puissante de son époque. Sans doute avait-elle été aussi marquée par la mort prématurée de plusieurs de ses filles. C'est donc dans une totale solitude qu'elle se serait éteinte dans son palais de Tel El Amarna, probablement vers l'âge de 37 ans. Son tombeau ne fut jamais découvert, ce qui n'a fait que renforcer le mystère autour de sa personne. De nos jours encore, elle semble exercer une véritable fascination au point que son histoire a donné lieu à de multiples spéculations et hypothèses de la part de spécialistes et passionnés de l'Égypte ancienne. L'image promue d'elle ne souligne généralement que sa beauté. Pourtant, rarement épouse de Pharaon eut une telle influence dans l'histoire de l'Égypte. Merci d'avoir écouté cette lecture. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner si ce n'est pas le cas, de partager et vous pouvez également nous soutenir via les liens en barre de description et surtout partager en commentaire quelles sont les leçons
que vous tirez de cette histoire?